Salutations, c'est Jinji, on va parler du guide sur les clax, les alligators à lunettes, donc une race qui est inédite. Donc, j'avais fait une explication non exhaustive sur les stats, je ne vais pas m'attarder sur les hyper gros détails, je vais aller à l'essentiel, je vais ajouter un petit peu d'informations, d'histoire, et pour les clax, je vais devoir donner une explication assez rapide là-dessus, puisqu'il y a certains points qu'il faudrait traiter. Donc, alors, les clax, qui sont une race cellulaire de type reptile et dans la catégorie des gaviales. Niveau caractéristiques, une acuité qui est excellente, une santé qui est excellente, une force qui est parmi une des plus élevées au niveau des profils. Voilà, on est sur de l'ordre du 111 à 120 de force. Si on rajoute à ça les éléments du cadran comme Stalin par exemple, ça veut dire qu'on peut facilement monter à 130. Une endurance qui est très élevée aussi. Voilà. Les autres endroits sont dans la moyenne. Les seuls véritables points faibles qui sont finalement de la moyenne basse et pas de la moyenne extrême. C'est genre pas nul, mais c'est dans la moyenne basse. C'est de la dextérité et de la vitesse qui est pas si élevée que ça. Originaire de Dogpia, plus précisément le pays désertique d'Aesir, qui se retrouve de l'autre côté du pont qui relie justement le pays d'Aesir et Staren. Voilà. Donc, la petite explication sur leur apparence. Pourquoi justement un anthropomorphisme aussi marqué. Pourquoi la plupart du temps d'ailleurs, dans certaines races de Solsran, ils sont une apparence qui est, on va dire, très anthropomorphisée. Donc, ils tiennent moins de l'animal et plus de l'humain, voire même de l'elfique. Dans leur cas à eux, c'est pas compliqué, c'est que tout a un rapport avec l'histoire principale, on va dire l'histoire de la jeunesse de l'univers du système Solsran, qui est justement la tour du jugement, cette fameuse tour qui apparaît dans des systèmes stellaires et qui peut modifier le destin d'une galaxie, qui c'est-à-dire la condamner, la détruire pour la recréer, faire certaines aberrations ou encore chercher une compréhension totale. Et c'est une chose qui a été faite, et c'est le choix qui a été fait, puisque les deux émissaires astraux, le terme émissaire astral pour les gens les plus hauts dignitaires, on va dire, de l'Alliance, surtout de Dogsguard, c'est-à-dire Blackhammer et l'émissaire astral Aelis, le terme n'est pas utilisé pour rien, le terme émissaire, puisqu'ils sont censés non seulement à la base choisir le choix que fera toute la galaxie là-dessus, enfin tout le système stellaire là-dessus, quelle est leur réponse vis-à-vis de l'univers, et en même temps justement continuer à maintenir cette chose-là parce que rien n'est pris pour acquis. Voilà. Mais les gens qui sont montés au sommet, c'était respectivement Aldor Alei, à savoir le Blackhammer, et l'autre côté c'était l'émissaire astral Aelis, qui respectivement est un d'entre eux est un humain avec du sang elfe et qui est le premier avatar iconique. Donc il est mi-homme, mi-elfe, mais c'est à cause d'une modification et une mutation. Et de l'autre côté, vous avez sa femme qui est l'émissaire astral Aelis, qui, elle, était une haut elfe. Mais le choix qu'ils ont fait, la compréhension, la superposition du monde, a plus ou moins attaqué, en quelque sorte, les bases de ce qu'on considérait comme logique, ou, on va dire, convenu, dans le but justement de rallier les différents peuples qui vont habiter non seulement dans le système Solsran, mais même communiquer avec les formes de vie au-delà. Et quoi de mieux pour fédérer souvent des créatures qui sont entourées et qui vivent par leur perception des sens, que de leur donner une apparence qui, entre guillemets, se lisse. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez qu'il y a des races, quand ils deviennent des Ignos, ils prennent une apparence qui est un peu plus humaine, d'autres des fois qui sont un peu plus elfiques, ce qui est le cas des Clax. On les appelle pas les elfes écaillés des étoiles pour rien. Ils n'ont aucun truc en rapport avec les elfes. Je veux dire, ils sont pas cellulaires magiques, ce sont pas des elfes, mais physiquement, ils le ressemblent énormément, à l'exception de la queue qu'ils possèdent, une queue qui est épaisse et écailleuse, et tout aussi dangereuse, et des parties où il y a des écailles. Voilà. Et évidemment, les yeux qui sont reptiliens.
Donc c'était bien de devoir expliquer ça. Après, l'anthropomorphisme ne fonctionne pas nécessairement à 100% pour toutes les races. Je veux dire, quand vous regardez les Tioten, on voit quand même que le côté, on va dire, humanoïde ou elfoïde reste, mais on sent quand même que le côté tortue est malgré tout très très là. Donc ça varie en fonction des races. Surtout sur certaines races insectoïdes, où vous pouvez voir qu'il y a des races insectoïdes qui ressemblent très pour très à des fées, vraiment des fées, et il y en a d'autres qui ont un côté assez segmenté, assez, on va dire, assez chitineux, métallique même parfois. Donc ça c'était la petite pause sur l'histoire de l'anthropomorphisme dans Solsran. Et il y a d'autres formes d'anthropomorphisme en ayant fait ce choix qui est arrivé. Mais on verra ça plus tard, le moment venu. Voilà. Donc, pour les informations concernant que ce soit pour l'histoire ou la description physique, si c'est vraiment sur demande que je vais le donner, hein, parce que c'est hyper... C'est pas si dense que ça, il n'y a pas tant de choses écrites là-dessus. Mais la richesse des claques ne se trouve pas dans ce qui est écrit dans la fiche de race. C'est plus ou moins vivre à leur côté ou encore aller dans le pays qui les ont vus naître, c'est-à-dire Aesir, un pays que je vais pas mentir, hein, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aimerais qu'on le visite plus souvent, mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut ou encore exposer tout le temps ce qu'on veut. Surtout que bon, l'expérience peut varier pour un joueur ou pour un autre. Je n'en dirai pas plus. Alors niveau constitution, armure naturelle 3, qui gagne encore plus 3 à élévation 2, et après ça gagne plus 1 par la suite. Ce qui veut dire qu'à élévation 2, on peut tanker du 60 de dégâts sans l'encaissement. Parce que l'encaissement, on y vient, la peau de Klax fait que quand il encaisse, il gagne 2 d'armure naturelle. Donc 3 plus 3, ça fait 6, ça veut dire 8 d'armure naturelle quand tu es à élévation 2, ce qui veut dire que tu peux arrêter du 80 de dégâts. Déjà avoir un truc qui accorde du 8 d'armure, c'est extrêmement difficile. Ou du 6 d'armure. Donc on voit bien que c'est une race qui est solide. En plus, c'est de l'armure naturelle. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas soumis aux restrictions du genre malus de mobilité et ce genre de choses-là. Même si, bon, dans la race, on voit quand même qu'ils ont une faible vitesse, une faible dextérité. Résistance aux dégâts stellaires, grade 1 et qui monte, qui apparaît à l'élévation 2, mais qui monte de 1 point par élévation. La résistance aux dégâts stellaires, c'est une forme de résistance qui est très très rare, donc même pour l'obtenir, ça devient extrêmement difficile. Et en plus, quelqu'un qui fait des dégâts stellaires, il n'y en a pas des masses. Donc c'est un truc qui est rare, mais quand on l'a, le moment où les dégâts stellaires tombent, je peux vous assurer que vous en aurez besoin et que vous serez content de l'avoir. Ensuite, les griffes gaviales qui fait force divisée par 2 plus 12 en caractéristiques d'influence, ce qui veut dire que ça tape presque autant qu'une hallebarde, ce qui est plutôt pas mal. Et pour la queue gaviale, force divisée par 2 plus 24, ça veut dire que ça tape l'équivalent de 2 hallebardes, ce qui est extrêmement monstrueux comme dégâts, même pour des trucs à la création. Ensuite, œil de Cléax qui donne perception des auras et des âmes, ce qui est plutôt pas mal, on va le dire. Ensuite, utilisation de l'énergie chamanique, druidique et spirit. Donc je vais quand même rappeler pour les gens qui dorment au fond, c'est quoi la différence entre le fondamental entre les trois. L'énergie druidique, c'est l'énergie de la vie. Les énergies chamaniques, c'est des énergies, on va dire, éthériques, voire même spectrales. Et l'utilisation des énergies spirit, c'est une énergie spectrale, mais on va dire qui relève plus de l'énergie résiduelle des défunts. Plus précisément, c'est des gens qui étaient vivants, qui sont morts et qui plus ou moins par leur présence fantomatique ou par la pression qu'ils dégageaient, ont laissé de l'énergie résiduelle sur le monde. Donc, comment ça s'ancre dans la méta, nous verrons ça un peu après. Voilà. Alors, niveau trait à choisir ou obligatoire,
Je crois qu'il y a des informations qui se sont effacées au passage. Donc, pour vous donner un rapide rappel là-dessus, ils connaissent les bases des arts magiques, donc c'est un savoir qui c'est pas obligatoire, mais c'est choisi. Ou encore tout ce qui est, me semble-t-il, qui gère bien niveau administration aussi, donc législation, administration, tout ça, et même dans les aptitudes, c'est présent. Niveau faculté, ils ont une capacité qui est durcir les écailles, grade 1. Alors là où par exemple ils avaient l'encaissement de l'apoclax quand ils s'encaissaient, ils, ça leur servait justement d'augmenter leur armure naturelle. Durcir les écailles, ça permet d'éponger certains dégâts localisés, mais en plus de ça, c'est à augmenter les dégâts de ses membres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez pas de, si vous êtes du genre à ne pas mettre des équipements total du genre des bottes en métal recouvert, des choses comme ça veut dire que vous ferez plus de dégâts avec ça, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Alors par contre, parmi les facultés obligatoires, et surtout les maîtrises martiales, il y en a deux, c'est les tenues intermédiaires et les armes claques. Deux choses qui sont... Alors les armes claques, j'ai déjà expliqué un petit peu le principe. Pour la faire court, pour ceux qui connaissent l'univers de Gundam, vous voyez les funnels, c'est à peu près la même chose. Voilà. Mais pour entrer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez un gantelet qui évidemment sert au combat, mais vous avez au-dessus une orbe qui est technologique, qui peut aussi avoir des fins psioniques ou énergétiques autres, mais qui est toujours, dont la mobilité est toujours muée par, comment dire ça, par le psychisme, par les arts psioniques, et qui permettent justement d'utiliser l'orbe et de détacher l'orbe qui est sur le gantelet afin de lancer des attaques entrantes, mais c'est une arme qui a un temps d'autonomie quand même limité, ce qui fait qu'il revient dans le gantelet pour pouvoir recharger son énergie psionique. Qui dit, et là c'est vrai que c'est un truc que je ne dis pas souvent, qui dit énergie psionique dit que ça dépense de l'énergie physique, donc utiliser, on va dire de manière assez soutenue, des armes claques, que ce soit par exemple vous mettez un gantelet ou deux, même si deux c'est culturellement un clax, trouve que c'est une aberration de porter deux armes claques en même temps. D'autres races ils font ce qu'ils veulent, mais c'est une arme qui pompe beaucoup d'énergie physique, puisque les armes psioniques dépensent de l'énergie physique. En gros de la vigueur pour ceux qui ont besoin d'une simplification. Alors parmi les bonus culturels, tout ça, donc qu'est-ce qu'on a? Comme j'ai dit, il y a administration, une des formes de magie. Ils ont aussi d'autres arts en rapport. En gros, je peux carrément dire ça, tout ce qui est discipline magique et lettrée, je dis ça, ils les ont. Ils peuvent les choisir. Ils ne les ont pas obligatoires, mais ils peuvent les choisir. Ensuite, c'est vrai que j'ai parlé des tenues intermédiaires. Donc, c'est quoi l'avantage des tenues intermédiaires comme catégorie de trucs équipés? Ça, j'en ai parlé très très peu. Les tenues intermédiaires, c'est qu'ils donnent un bonus de réduction aux dégâts d'impact. Donc, c'est-à-dire soit l'impact, les actions utilisées aux armes naturelles ou aux attaques naturelles, ou encore tout ce qui est balistique, c'est-à-dire arme à feu. Voilà. Donc, les tenues, ça sert à ça. Et du coup, les tenues donnent aussi un bonus de réaction. C'est-à-dire, il y a il y a plus ou moins deux types de points d'action. Il y a la vélocité pour les points d'action et la réaction qui est non seulement les points justement pour réagir justement à une action adverse, ou tout simplement réagir à un événement que votre personnage peut avoir une influence dessus. Et la valeur totale de la réaction indique le niveau d'initiative de quelqu'un. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, comme objet, comme maîtrise martiale, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les armes à feu, il n'y a pas de problème. Ils ont une arme martiale qui s'appelle le Clakjutsu, qui est plus ou moins en gros la technique qui est utilisée par les claques. C'est une utilisation assez, on va dire, audacieuse des poings, des pieds, mais aussi de la queue. C'est quelque chose, c'est un truc qui est extrêmement sauvage. Voilà. En gros, imaginez, si vous voulez un truc qui peut faire peur, imaginez Hulk si Hulk avait une queue. Voilà.
on est face à quelque chose d'extrêmement brutal, même si on peut y voir un certain raffinement dans la violence. Mais bon, ceci est une autre histoire. J'ai jamais vu quelqu'un exploiter parfaitement cette arme martiale. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un assaut qui est le fouetté circulaire, qui est utilisable si jamais vous utilisez cette arme-là, qui fait pas mal de dommages au passage, et qui est une attaque en zone. Voilà. Ensuite, ils ont aussi les toges, tout ce qui est toge, tunique, en gros les trucs, voilà. On est au niveau toge ou robe qui est intermédiaire ou lourde, ils ont cette maîtrise là aussi, et aussi tous les objets magiques, énergétiques liés aux ki, aux orbes psioniques, tout ça, ils ont le choix à un objet énergétique, ça ne posera pas de problème, et aussi les armes d'ast. Donc, maintenant qu'on a décrit un petit peu tout ça, tout ce dont ils sont capables, toutes les disciplines, toutes les stats, voilà, on a fait de l'explication culturelle. Du coup, comment ça se solde? Comment ils se placent dans la méta? Bon, soyons honnêtes là-dessus. J'avais parlé des Amren en disant que c'est une race qui est très équilibrée et que, en fait, elle a un potentiel d'évolution. Il n'y a pas de problème. Les Klaxx, c'est ce qu'on appelle des apex, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet. Mais genre au sommet, genre c'est pas visible. Je ne tends pas suffisamment mon bras. Il y a deux véritables faiblesses, c'est la dextérité et la vitesse qui peuvent être entre 21 et 30. Et même là, si on est aisance 2, ça fait son petit effet au niveau des cadrans. Leur point fort, c'est la force et l'endurance, malgré le fait qu'ils c'est des personnages lettrés. Il y a toujours ce rapport avec les Klaxx qui sont en même temps une race d'érudits et qui aiment beaucoup l'administration, la gestion, ce genre de choses-là, et en même temps la sauvagerie dont ils peuvent faire preuve. Et c'est pas, je vais dire, c'est quelque chose qui est évident, puisque au niveau historique, pour vous donner un exemple, l'une des divinités des Klaxx, c'est Sobek. Dans Sobek, dans la mythologie égyptienne, c'est plus ou moins le gardien du Nil. C'est un dieu qui est autant généreux que cruel. Voilà. C'est-à-dire que si vraiment les choses partent en couille, il enverra les crocodiles comme un fléau et il va générer des inondations grâce au fleuve et tout ça. Et en fait, Sobek, c'est plus ou moins devenu le dieu du fleuve des étoiles. En gros, le fleuve des étoiles, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui existe dans le multivers, mais qui en même temps, justement, relie de nombreuses dimensions de manière quantique. D'où le fait de la résistance aux dégâts stellaires. Le fleuve des étoiles, c'est ce qui relie potentiellement tous les mondes entre eux et à la fois sert de conduit naturel pour aller dans les autres dimensions de manière légitime. Mais c'est limite un mythe qui est avéré vrai, évidemment. Et donc du coup, vous avez ce rapport de l'impact, c'est-à-dire envoyer des choses pour régler des conflits ou bien tout simplement tout ce qui viendrait à gêner une certaine harmonie dans le monde, ou à l'inverse, tout simplement permettre la paix et la prospérité. Les Klaxx représentent très bien ces deux aspects. Le côté, pas spécialement gestion, mais une étude du monde, une perception du monde, qui est vraiment, qui est limite de l'érudition, même si eux ils le voient pas comme ça. Pour eux c'est quelque chose de la vie de tous les jours. Ce qui rappelle un petit peu le petit côté elfique, où en fait les elfes, on dit ah non mais les elfes vous savez faire ça, c'est cool, et puis ils disent non mais c'est naturel quoi. Sauf que eux c'est pas de l'arrogance. C'est dans leur tête, pour eux c'est évident, il faut savoir gérer ça. Et en même temps, on ne peut pas juste se permettre d'être des grosses têtes en train de réfléchir à comment le monde pourrait être meilleur. Il y a des moments où tu es obligé de le défendre. Et à ce moment-là, ils deviennent des monstres implacables. Et leurs stats sont reflets de ça. L'acuité, la force, l'endurance, la santé. Voilà. Donc c'est vraiment des points qui sont extrêmement balèzes chez eux. Les autres aspects sont dans la moyenne, mais dans la moyenne. Soit la moyenne haute, d'un rang seulement, mais ça va.
ou tout simplement dans la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Les points de création, 1d6 de points de création, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, ça évite aussi que les qui sont plus ou moins... ça évite qu'ils soient complètement pétés. Hein, voilà. Et niveau culturel, si on regarde bien, on se dit, ouais, mais ils n'ont pas tant de choses à offrir au niveau culturel, soit aptitude, savoir, comme ça. Mais c'est quand on se rend compte qu'on dit une catégorie dans des arts lettrés, ou une catégorie dans une forme de magie et autres, en fait dans ce qui est faisable, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ils ont pas mal de... C'est une race qui est riche, très très riche, donc du coup ça équilibre assez bien. Voilà. Donc comment ça se place dans la méta? Je dirais la même chose que les Amren. Je dirais que c'est pas exactement comme les Amren, mais je dirais la même chose que les Amren, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le truc c'est que si jamais ils ont des points faibles, ils ont vraiment de quoi amortir leurs points faibles. Voilà. C'est une race qui est très puissante à la base. Et je dirais même la même chose, niveau difficulté, de E à AS, je le mets à D. Pourquoi je le mets à D et pas à E? C'est parce que même en voyant les stats les plus fortes de chez Unclax, je pense qu'il y a des gens qui ne seraient pas assez malins pour jouer Unclax. Je sais, c'est dégueulasse hein, que je dise ça, mais c'est vrai. Le potentiel d'Unclax, c'est ce qui, en fait, toute la symbolique du fleuve des étoiles, les mondes rattachés, la notion de l'harmonie dans le monde, le côté implacable, il y a toute une symbolique en filigrane qui s'efface devant les stats. Des gens y verront des gros bourrins extrêmement solides, extrêmement résistants. Je pense qu'on joue très très mal un clax à partir du moment où on se laisse avoir par cette information. Un clax, c'est pas ses stats. Un clax, c'est son mode de vie. Je pourrais lâcher ça comme ça, hein, je pourrais laisser tomber la vidéo, mais voilà. Pour moi, ça se tient à ça. Il faut pas se faire avoir par tout ce qui est disponible pour lui. C'est la construction du personnage qui va faire s'il est balèze ou pas. Quelqu'un qui s'arrête sur les points forts d'un clax, en plus par exemple, est-ce que quelqu'un est capable de bien plus ou moins comprendre toute la perception qu'il y a derrière la caractéristique de santé ou de l'acuité? Je ne pense pas, en tout cas pas à l'heure actuelle. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que la vérité? Je demande pas qu'est-ce que la force, mais qu'est-ce que la puissance chez un clax? Ou qu'est-ce que la puissance tout court dans Solsran? Je dirais même pas vous avez 4 heures, le fameux cliché de vous avez 4 heures et puis j'ai fini avec vous. Je vous dirais, vous avez toutes les campagnes pour se poser cette question. Et le truc c'est que le clax est le plus proche de la réponse. Mais à la fois, même s'il est le plus proche de la réponse de cette définition, c'est tellement filigrane que je pense que des tas de personnes passeront à côté. Donc difficulté D, mais si vraiment dans toutes les définitions que je parle et toutes les problématiques que je viens de soulever, le niveau de difficulté véritable des clax, c'est pas D, c'est AS. Tout simplement. Donc en fait, vous pouvez facilement dire oui, mais t'as qu'à mettre entre D et AS. Sauf qu'une fourchette aussi grande, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Prenez le temps d'y penser. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Dans la méta, ça se fait. J'ai envie de dire que les bourrins dans les jeux de rôle d'action, ben ça va leur convenir. Et les personnes qui veulent vraiment faire du RP sur les clax et leur mode de vie, ils vont s'éclater. Parce que tu vois, le savoir dans le but d'obtenir de quelque chose, bon ben c'est logique. Mais après, ce que tu veux obtenir dépend de ce que tu veux jouer. Et du niveau de jeu que tu as envie de mettre. Est-ce que tu as envie d'être un personnage RP?
Est-ce que tu as envie d'être le mix-maxeur, le gars qui va essayer de chercher la combinaison la plus puissante? Voilà. En prenant en compte tous ces aspects-là, un clax offre une liberté à ce qui est difficile à percevoir rien qu'en regardant la fiche. Donc je pense que c'est assez libre. Je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une race, pas une race que je recommande au début. C'est vrai que quand tu regardes les stats, tu veux dire, ah, tu laisses à un débutant, il va avoir du mal à crever. Mais ça sera un piège mortel. Il ne faut pas donner ce genre de personnage à un débutant. La véritable difficulté du truc, c'est AS. Mais si tu veux vraiment le jouer en mode no-brain, stupide, machin chose, tout en sachant qu'un claque, c'est tout sauf une créature stupide, bah tu mets difficulté up ou le connard de base. Voilà. Donc c'est tout. Je pense que j'ai assez fait l'éloge de la race. C'est une des premières races que j'ai fait dans un de mes univers qui était avant Solsran. Donc c'est vrai qu'on voit quand même une certaine portée symbolique et conceptuelle dans cette race-là. Et elle peut amener à tellement de réponses différentes qu'il fallait quand même que j'en parle un petit peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les claques. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, les questions, d'autres détails, je répondrai à la hauteur du savoir que vous avez sur votre personnage, évidemment. Je vous dis à plus et on va rendre compte de tout ça dans le bilan qui va parler du rapport Clax-Amren. Est-ce une bonne composition, un personnage métis, qu'est-ce que ça donne? À la prochaine fois.